Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter le dernier chapitre de notre matière Histoire universelle des sciences biologiques, donc le 21e siècle, la thérapie génique et le clonage, العلاج بالجينات والاستنساخ. Je vais vous commencer par le transfert de l'information génétique. Le transfert de l'information génétique commence par l'ADN. Donc, dès que 1953, Watson et Crick écrivent sur l'importance théorique de cette structure en double hélice pour la compréhension et la semi-conservativité. Donc, une conséquence importante de cette disposition structurale des bases est l'ouverture possible de cette molécule et la reconstitution par complémentarité de deux molécules identiques à la première. Durant la replication, les bras se séparent et chaque bras sert de modèle pour la synthèse d'un brin complémentaire. La replication assure donc le transfert de l'information génétique d'une cellule à ses descendantes. En revanche, les protéines furent découvertes par le chimiste Mulder en 1835. 3 ans après, Jacob Berzelius lui suggéra le nom protéine. Les protéines adoptent en effet de multiples formes et assurent de multiples fonctions, mais ceci ne fut découvert que bien plus tard au cours du XXe siècle. Depuis les années 1950, la caractérisation de la structure des macromolécules fournit une information précieuse pour comprendre les mécanismes auxquels sont associées leurs fonctions. La détermination de la structure d'ADN a permis de comprendre comment l'information génétique passe d'une cellule à ses descendantes. Maintenant, concernant le dogme central, il décrit le transfert de l'information de l'ADN qui se trouve dans la cellule à la protéine passant par l'ARN messagère intermédiaire. Donc il s'énonce de la façon suivante. L'ADN fait l'ARN qui fait les protéines. Le dogme central stipule qu'une fois que l'information est passée dans la protéine, elle ne peut pas en ressortir. Plus précisément, le transfert d'informations serait possible d'acide nucléique à acide nucléique ou d'acide nucléique à une molécule de protéine, mais le transfert d'une molécule de protéine à une autre molécule de protéine ou d'une molécule de protéine à un acide nucléique est impossible. Concernant la phylogénie moléculaire qui a été apparue au cours du XXe siècle. La phylogénie moléculaire consiste à utiliser des méthodes informatiques pour retracer l'histoire des mutations apparues au cours de l'évolution d'un gène donné, en comparant les séquences de différentes espèces plus ou moins proches. À partir d'alignements de séquences, on peut calculer une distance entre chaque paire de séquences, en comptant le nombre de résidus, c'est-à-dire de nucléotides ou acides aminés qui diffèrent. On peut ensuite inférer un arbre phylogénique en regroupant tout d'abord les séquences les plus similaires, puis progressivement celles qui sont les plus différentes. La figure à gauche donc montre l'arbre phylogénique obtenu en comparant les séquences de myoglobine chez les différentes espèces de primates. L'arbre a été établi à partir de l'alignement des séquences d'une seule protéine, donc c'est la myoglobine. En revanche, donc la phylogénie anatomique qui se représente par cet arbre phylogénique des primates, la photo à droite, qui a été établie sur la base de critères d'anatomie comparée et de paléontologie. En ce qui concerne la biologie du XXe siècle, on commence par la thérapie génique. Donc la thérapie génique, l'علاج بالجينات, donc c'est une méthode thérapeutique visant à traiter une maladie en modifiant l'information génétique. Donc le principe de cette thérapie génique est de remplacer à l'intérieur des cellules malades les allèles défectueux responsables de la maladie par un gène fonctionnant normalement. Cette thérapie génique a été utilisée pour la première fois en 1990 aux États-Unis sur une petite fille atteinte de l'adénosine diaminase. Donc c'est une maladie génétique entraînant un effondrement total de défense immunitaire.
En 1993, le professeur Alan Fisher met au point un traitement par thérapie génique pour les enfants atteints d'un déficit immunodéficitaire, donc les bébés bulbes. Malheureusement, 7 ans après, 10 enfants ont un excès de lymphocytes T, les globules blancs, dans le sang qui s'apparente à une leucémie. En 2001, les scientifiques annoncent la réussite d'une thérapie génique chez un chien qui avait une maladie grave des yeux. En 2002, l'équipe d'Adrien Tracher annonce qu'elle a traité un enfant âgé de 18 mois qui a un déficit immunitaire par la thérapie génique. Les essais sont suspendus après, 3 mois plus tard. En janvier 2003, un second cas de leucémie est découvert chez un autre bébé bulbe. L'année 2009 est marquée, quant à elle, par le succès de la thérapie génique sur 2 enfants par une équipe de l'INSERM. Aucun effet secondaire n'est apparu par la suite. Cette nouvelle technique a apporté beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, comme avantage, elle peut guérir toute maladie ayant une origine génétique, comme le cancer, la mucoviscidose, la thérapie génique aussi pour traiter la maladie du Parkinson. Comme inconvénient, donc cette technique n'est pas encore totalement maîtrisée, donc l'allèle est inséré d'une façon aléatoire. L'efficacité est moindre. Des maladies comme la leucémie par exemple sont apparues chez les patients après avoir eu affaire à la thérapie génique. Une autre technique qui a été apparue au cours du XXe siècle, donc il s'agit du clonage. Le clonage, donc, c'est une technique de biologie moléculaire qui consiste à isoler un fragment d'ADN et à les multiplier à l'identique, en insérant dans une molécule d'ADN porteuse appelée vecteur, permettant son amplification. Cette technique du clonage consiste à prélever un noyau à partir d'une cellule dans un organisme initial et l'injecter dans un ovule humain énucléé, qui permettant par la suite la multiplication cellulaire et l'obtention d'un clan identique à la cellule mère. La première espèce qui a subi un clonage reproductif, donc c'est une annelle d'Oli en 1996. Donc c'est l'apparition du clonage chez les mammifères et du même coup donc génère une polémique sur les éthiques de cette performance dans la mesure où elle pourrait être applicable à l'espèce humaine. Donc il existe deux différents types du clonage. Le premier, c'est le clonage reproductif, sachant que le deuxième est le clonage thérapeutique, qui a pour but donc d'offrir à des patients des tissus du choix, donc immunocompatibles, susceptibles d'être greffés sans qu'il y ait rejet du greffon. Snoopy aussi, c'est le premier chien conçu par un clonage, par une équipe coréenne en 2005. Concernant l'application du clonage thérapeutique, donc cette technique consiste à implanter le noyau d'une cellule somatique adulte dans un ovocyte énucléé pour commencer le développement embryonnaire et obtenir des cellules souches. Le clonage reproductif donc servirait à un couple stérile par exemple ou ayant une maladie génétique d'avoir un enfant sans passer par une reproduction sexuée. Donc l'enfant ne serait en conséquence que le descendant de l'un des deux parents. Pour conclure, on peut dire que la biologie du XXe siècle a connu les progrès de la médecine et les maladies émergentes, les manipulations génétiques des végétaux et même sur les animaux, la production des protéines humaines et l'apparition de la thérapie génique et même du clonage. Avec cette conclusion, on termine notre cours, mais plusieurs questions qui restent à poser. C'est quoi le futur de la biologie? Les défis du XXe siècle et qu'est-ce que va devenir la biologie de futur? Merci pour votre attention.